13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h31 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline Géraud, Jules Torres et Nathan Dever. Et on continue à parler de ces motions de censure, justement. On le disait, le Rassemblement national ne votera pas. Normalement, aujourd'hui, les deux motions de censure qui ont donc été déposées par LFI sur le budget. Écoutez Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord, il a expliqué ce choix ce matin sur BFM TV. Je pense que s'il n'y avait pas cette question de contexte avec des attentes très fortes, notamment les agriculteurs ou la nécessité d'avoir un budget, on aurait probablement censuré ce très mauvais budget. Un peu. Enfin, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a effectivement des manœuvres politiciennes, des achats quelque part de voix à travers un gouvernement qui achète un parti socialiste très affaibli, qui ne soit pas dans l'intérêt des Français. Si le Parti socialiste, il y a 2 jours, avait dit on censure, vous auriez censuré aussi. Ça nous aurait questionné. Alors, il y a la question de l'instabilité, parce qu'on est des gens responsables. On veut pas emmener le pays. C'est un peu contradictoire ce qu'on dit. Quand je dis que vous êtes mal à l'aise, vous êtes vraiment mal à l'aise. Mais bien sûr qu'on est mal à l'aise avec ce budget. Sébastien Chenu, mal à l'aise, mais il est dans la lignée. Pas de censure, mais jusqu'à quand, Jules Torres ? Jusqu'à ce que les Français souhaitent la censure, c'est très simple. Quand ils ont censuré le gouvernement de Michel Barnier, le Rassemblement national constatait que dans les sondages, il y avait à peu près entre 65 et 75% des Français qui voulaient cette censure. Actuellement, selon les différents instituts, on est entre 30 et 35% de volonté de censure. Pourquoi ? Parce que les Français ont bien compris que l'argument de l'instabilité, la question du chaos, était assez forte, qu'il fallait un budget quand bien même il n'est pas parfait, et donc le Rassemblement national... Parce que la France est bloquée, elle n'avance pas. Absolument, elle est bloquée, on ne peut rien faire. D'ailleurs, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'elle est bloquée pendant 2 ans, et que c'est pas qu'une question de budget, mais en tout cas, le Rassemblement national ne peut pas faire fi de ce que pensent les Français, et même de leurs propres électeurs. Il y a une minorité des électeurs du Rassemblement national qui souhaitent une censure. Donc évidemment qu'ils ne vont pas le faire, d'autant plus que la censure de Michel Barnier, elle comportait des spécificités, c'est-à-dire qu'il y avait des lignes rouges, vous le savez, elles ont été beaucoup moins nombreuses avec François Bayrou. Il y avait le fait que Marine Le Pen ne se sentait pas traitée par Michel Barnier, et aussi que la censure, elle est très simple à expliquer du côté du Rassemblement national. C'est parce qu'ils voulaient sauver les retraités, le seul électorat qu'ils n'ont pas encore en leur possession. Alors, ils n'ont pas donné de répit à Michel Barnier, ils vont en donner un peu à François Bayrou, mais on a la sensation quand même qu'ils sont moins puissants qu'avant, le Rassemblement national. Oui, ils sont moins puissants qu'avant parce que François Bayrou a fait un choix qui était très stratégique. Il s'est dit que Michel Barnier était tombé parce qu'il avait une seule épée de Damoclès qui était le RN. C'était pas d'ailleurs de sa faute, c'était une question de calendrier. Les socialistes n'auraient sans doute pas accepté de ne pas censurer quoi que puisse faire Monsieur Barnier. NFP. Mais en tout cas, François Bayrou s'est dit, là il y a peut-être une fenêtre pour essayer, maintenant que vraiment le NFP est en train de se fragiliser, même s'il peut se reconstituer en 3 minutes en cas de dissolution, mais pour l'instant il se fragilise, il s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire avec les socialistes, et donc c'est intelligent parce qu'à partir du moment où il a triangulé la menace, il garantit un peu plus de conditions d'équilibre. Et il est moins sous le coup du chantage juste de Marine Le Pen. Oui, mais et au-delà du chantage, c'est à quel prix ? C'est que le vrai changement, c'est sur le déficit public que Michel Barnier avait fixé à 5%, que François Bayrou a fixé à 5,4%. Donc il avait 12 milliards d'économies à faire en moins. Et surtout, ces milliards-là, il les a donnés au Parti socialiste. Donc moi, je veux bien que François Bayrou se soit sauvé, mais à quel prix ? Au prix de la taxe sur les revenus. On a parlé pendant une semaine de ce que les grands patrons ont déploré auprès de François Bayrou. Ça, c'est parce que François Bayrou a décidé de faire une concession aux socialistes sur la question de l'éducation nationale, sur la question de la fonction publique. On sait qu'il y a des milliards dans l'absentéisme et sur les jours de carence. Eh bien ça, il les a donnés aux socialistes. Donc oui, François Bayrou a sauvé sa tête, il a sauvé son poste, il passera plus de temps à Matignon que Michel Barnier, mais à quel prix ? Au prix de plusieurs milliards concédés au Parti socialiste qui, je le rappelle, à la présidentielle de 2022, a fait 1,7%. Mais est-ce que le Rassemblement national a toujours envie finalement de provoquer la chute de ce gouvernement, donc de le censurer pour provoquer des élections anticipées ? Mais je crois que le RN, et c'est le point commun avec Jean-Luc Mélenchon, ils auraient tous les deux intérêt, objectivement, à ce qu'il y ait des présidentielles anticipées. Parce qu'imaginez que là, il y en ait demain. Le seul bloc politique qui serait en position de faiblesse pour affronter la campagne électorale, qui serait très courte, ce serait le bloc central. Donc ce serait une situation de ce deuxième tour, en tout cas c'est comme ça qu'il l'imagine, Mélenchon-Le Pen, et il y a dans les deux cas des stratégies de rejet, de barrage qui vont se mettre en place, un peu comme aux dernières élections de Louis Boyard à l'échelle municipale, et comme aux dernières législatives contre le RN. Et chacun se dit,
je peux tirer mon épingle du jeu dans ce cas-là. Mais j'aimerais juste revenir sur la question de la censure et formuler une idée. Je suis pas le premier à l'avoir eu, j'ai déjà entendu des gens la dire, mais qui à mon avis est importante. En fait, on devrait pouvoir voter une motion de censure si on propose une autre candidature en Allemagne. Pour arriver à ce qui se fait en Allemagne. Et en effet, ça se fait en Allemagne, ça s'est déjà fait dans d'autres régimes parlementaires. Parce que oui, si c'est pas juste casser pour casser. Mais si c'est juste casser pour casser, c'est juste insupportable. Parce que dans une situation de fragilité, vous faites une motion de censure, ce qu'a fait le RN la dernière fois. Évidemment, vous sortez en position de force. Vous dites c'est grâce à moi, je défends les retraités, je défends mon électorat. C'est de la pure démagogie, puisqu'en l'occurrence, ils ne les défendent pas, puisque le budget actuel, il présente à peu près les mêmes problèmes que le budget précédent de Michel Barnier, pas sur les mêmes points, mais globalement, il y a le même écart, il y a le même delta entre ce budget et le programme du RN. Et donc, si vous voulez, si à un moment, cet instrument de la censure, c'est uniquement une logique boutiquière, d'oubli de l'intérêt général, du règne des partis, de la toute petite médiocrité de la tambouille politique, ce n'est pas à la hauteur de la situation. C'est parce que c'est cette assemblée aussi, c'est parce qu'on ne sait pas faire du compromis, et en effet, l'exemple allemand, je ne sais pas s'il serait possible en France, parce que déjà, le chancelier allemand est élu par le Parlement, ce qui n'est pas le cas de notre Premier ministre, il est nommé par notre président de la République. Mais en Allemagne, quand il y a une motion de censure, il vous faut trouver un chancelier de remplacement, il vous faut trouver une majorité absolue. Alors bon courage en France si on avait la même chose, et il vous faut trouver un texte, au moins ou une sorte de corpus idéologique sur la politique à suivre. On n'a pas du tout ça en France, quand François Bayrou évoque par exemple ce week-end son plan pour la suite, il est très vague, il nous le dit, on va aller sur les sujets de santé, l'hôpital, l'école. Enfin oui, moi aussi j'aurais pu le dire si j'avais dû candidater pour le poste de Premier ministre. Donc on voit très bien que c'est flou. En Allemagne, ce n'est pas du tout la même chose, mais encore une fois, c'est deux pays différents. Et donc, pour conclure, en fait, je pense que ça n'a pas de sens de reprocher à François Bayrou de faire un peu du clientélisme avec les différents partis, parce que s'il veut rester à Matignon, en l'état actuel du système, il n'a pas d'autre choix. Mais pour l'instant, il est sur l'île de Crète, mais il avance quand même et il tient. C'est que François Bayrou, il est là pour faire avancer le pays, il est pas là pour rester à Matignon. Si on faisait ça d'appliquer le modèle allemand, eh bien là, François Bayrou pourrait dire, par exemple, j'écoute pas les propositions des socialistes, je ne risque pas une censure pour autant, et donc tous ces débats donnent quand même un peu le sentiment que François Bayrou, il veut rester à Matignon le plus longtemps possible, que finalement, il va rien se passer pendant les 2 prochaines années. Finalement, c'est ce que nous dit Édouard Philippe, c'est ce qui va rien se passer pendant 2 ans. C'est ce qui est évident pour tout le monde, parce qu'on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, et ça c'est pas de la faute de François Bayrou, il n'y a pas de majorité pour faire des textes révolutionnaires, mais en tout cas, ça donne le sentiment pour les Français que François Bayrou est là pour gérer les affaires courantes jusqu'à 2027, et ensuite on verra ce qui se passera. Et rendez-vous à 15h30, donc, pour l'examen de ces 2 motions de censure à l'Assemblée nationale. Évidemment, Europe 1 suivra ces débats.